Alors, bonjour Denise, je suis très heureuse de te parler aujourd'hui. J'aimerais te remercier de participer si généreusement à mon blog par cette Avec entrevue. grand plaisir. Retrouver une ancienne étudiante dont je me rappelle avec un tel plaisir, ça me fait franchement plaisir d'être là. Merci. Alors Denise, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi un petit peu pour le public peut-être qui est en Europe, qui va regarder, et au Ah, Québec aussi, sait-on jamais? eh bien, je m'appelle Denise Guilbeault, j'ai 56 ans et je suis en ce moment directrice artistique à l'École nationale de théâtre du Canada. Euh, J'enseigne en fait et je suis dans une école depuis 33 ans. Voilà, ça c'est à peu près mon profil. Hmm. Et Denise, évidemment, je t'ai demandé de t'interviewer parce que toi, tu n'as pas eu d'enfant. Non. Et puis, j'aimerais savoir pour commencer, est-ce que c'est par choix ou par circonstance de la vie? Finalement, là où je suis rendue dans ma vie, je peux confirmer que ça a été par choix. Ah oui. Il y a eu un moment où toutes les circonstances étaient en place pour avoir un enfant, pour avoir des enfants. J'enseignais à l'époque au collège Jean de Brébeuf. J'étais amoureuse d'un de mes étudiants que j'ai marié, parce que je suis une professionnelle jusqu'au bout. Et, euh, et on avait une Volkswagen et il était conservateur dans un musée. Alors Notre-Dame-de-Grâce, une Volkswagen, collège privé, tout était parfait. Mais à ce moment-là de ma vie, je considérais, et j'avais une blague d'ailleurs, j'avais toujours une phrase toute prête, je disais toujours que j'avais une conscience sociale trop élevée pour me reproduire. Et puis je m'éclatais de rire après. Mais aujourd'hui, quand je repense à moi, à cette période-là, je me dis que ça révélait quelque chose de l'idée que j'avais de moi-même. C'est-à-dire que je ne me sentais pas suffisamment, comment dire, patiente ou je n'étais pas certaine d'avoir les qualités requises pour avoir un enfant. Moi, je sais que je suis maternelle de nature, je suis maternelle, ça je sais, mais on dirait que j'étais profondément au courant de ce que ça prenait que d'être, pour être responsable d'un être humain 24 heures par jour, 7 jours par semaine et en fait toute la vie. Et ça, je n'étais pas sûre d'avoir ce qu'il fallait et d'avoir le souffle pour ça. Et pendant que je me questionnais sur ma capacité à être mère, le temps passait et éventuellement, Claude et moi, on s'est séparés. Donc, on s'est séparés, on n'a pas eu d'enfant. Et après, j'ai été avec un amoureux qui avait 13 ans de moins que moi, Hmm. qui était encore aux études. Moi, je travaillais, mais lui était encore aux études. Et là, c'était pas le bon moment. Et honnêtement, j'ai, j'ai même pas senti d'horloge biologique qui s'affolait pour dire attention, c'est le moment ou jamais. J'ai pas eu ça. Et j'explique ça par la raison suivante. Je crois que c'est parce que très tôt dans ma vie, je me suis mise à enseigner. J'ai commencé à enseigner à 22 ans et j'étais à Brébeuf et quoi qu'on puisse en penser, quand je disais ça, j'étais professeur à Brébeuf, on disait oh Brébeuf, oui, des enfants choyés, d'avant. Puis je disais toujours oui, mais pas toujours choyés. Mhm. Il m'est arrivé très souvent d'avoir des jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans dans mon bureau qui étaient en détresse euh, parce qu'ils avaient pas le moral ou parce qu'ils se sentaient abandonnés par les parents, parce Hmm. que les parents étaient trop occupés pour se préoccuper des intérêts de leurs enfants. Et je pense avoir été, dans certains cas, quelqu'un d'assez important. Et comme j'étais jeune, il n'y avait comme pas de jugement. Il se sentait, je pense, en confiance avec moi. Puis j'enseignais le théâtre. Hein. Hmm. Alors, il y a quelque chose qui, je pense, par rapport à la connaissance de la condition humaine, il y a quelque chose qui reconnaissait, j'ai l'impression, chez moi. Et ça m'intéressait. Il faut bien que je l'ajoute. Ce qui importait à mes étudiants m'importait à moi aussi.
Et comme j'avais pas d'enfants et que j'avais des amoureux très compréhensifs et qui savaient que j'étais folle de mon métier, alors je pouvais téléphoner et dire eh ben je vais être en retard pour le souper parce que j'ai quelqu'un dans mon bureau et je pouvais rester jusqu'à 7h30, 8h le soir pour, euh, pour discuter avec un étudiant qui ne savait pas où aller à l'université, pour encourager quelqu'un qui n'avait plus le goût de vivre. Et ça a fait que, probablement que ça a comblé une grande partie de ce qu'éprouvent les femmes qui veulent avoir des enfants, c'est-à-dire de voir évoluer quelqu'un, de voir quelqu'un se déployer, s'épanouir. Et on dirait que d'avoir accès à ces jeunes-là, de voir où je les prenais, puis où je les amenais, puis où ils arrivaient, comblait beaucoup de choses chez moi. Et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, le fait que pour moi, c'était comme une responsabilité trop grande d'avoir quelqu'un sous, comment je dirais ça, ben, quelqu'un de qui j'aurais eu à m'occuper. Je prenais ça tellement au sérieux. Je trouvais ça tellement grave comme décision que de mettre quelqu'un au monde, que pour moi, c'était important d'arriver à la maison et de ne pas avoir quelqu'un de qui m'occuper. Parce que déjà à l'école, j'en prenais beaucoup sur mes épaules. Et parfois, pas parfois, très souvent, ça dépassait le cadre des cours que je donnais. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles de quand tu étais petite, est-ce que tu te voyais avoir des enfants? C'est certainement. C'était, Ah oh, oui. bien sûr que j'ai pas d'enfants. Ah ben non. Non, 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 non. Et puis je les imaginais. Les petites filles devaient avoir des petits boudins, être frisées. Et je me rends compte que je me projetais. Parce que moi, là, j'ai changé de coiffure, mais je frise naturellement beaucoup. Et c'est sûr que mes enfants allaient être frisés et tout ça. Alors, c'est absolument naïf, mais ah non, c'est sûr. Moi, mon fantasme, c'était d'avoir un amoureux, d'avoir une petite maison de campagne avec un toit bleu, une maison blanche avec un toit bleu, avoir quelques animaux et avoir des enfants. Puis est-ce que tu leur donnais des noms dans ton imagination ou dans tes projections? Certainement. C'est certain que mon fils se serait appelé François. Ah oui. Parce que j'adore ces sons-là, j'adore les ans, j'adore les wa. Alors ça fait François, ça réunit tout ce que j'aime. Et une petite fille, j'aurais aimé l'appeler Sophie. Parce que je trouve qu'il y a de la vitalité dans ce prénom-là. Oui, c'est vrai. Et pour moi, c'était très clair. C'était le rêve que je caressais. Mais la vie s'est déployée comme ça. Puis, et honnêtement, je n'ai jamais eu de regrets. En ce moment, là, c'est sûr que quand je vois des petits, je me dis, ah, dire que j'aurais pu m'occuper d'un petit comme ça, ou de quelques petits comme ça, mais probablement parce que je suis plus calme, parce que c'est sûr qu'à l'âge que j'ai, je veux ralentir mon rythme et tout ça, mais oui, je me projetais comme ça, puis en même temps, aujourd'hui, je peux dire que j'ai pas de regrets. Non. En fait, oui, j'en ai un, c'est d'avoir eu toute la santé pour en avoir et de ne pas avoir... si j'avais pu donner tout le système de reproduction à une autre femme, je lui aurais, je pense, cédé volontiers. Parce que ça, je trouve ça triste, ça c'est vrai. Comme moi, je voudrais donner du sang, mais je peux pas parce que j'ai fait une jaunisse. Et moi, j'ai pas peur des aiguilles. J'aime assez même quand on prend du sang. J'aime voir monter ça dans une éprouvette. Je trouve ça fascinant, mais je peux pas le faire. Je trouve ça décevant. Puis j'aurais voulu donner le fait que j'ai pas peur à quelqu'un dont le sang est parfait, mais j'aurais voulu faire des échanges comme ça. Mais ça a été comme ça. Et puis, quelles valeurs tu aurais voulu transmettre, tu penses, à tes enfants? Est-ce que ces valeurs-là, tu penses que tu les transmets à tes élèves, peut-être? Je sais pas. Des valeurs humanistes, évidemment. Dans cette optique-là, je pense que la bonté, je trouve que c'est une des qualités qui réunit énormément de valeurs. Quelqu'un qui possède de la bonté, c'est quelqu'un qui a nécessairement de la bienveillance, de la compassion, de la générosité. Ça, pour moi, c'est bien important. Des valeurs
de fierté dans le sens de dignité. Je trouve que par les temps qui courent, on manque de dignité, très souvent. On s'indigne beaucoup, mais on n'est pas si souvent aussi digne qu'on le prétend. Et ouais, ça, c'est des valeurs auxquelles je crois beaucoup. Et dans la dignité, il y a nécessairement le respect de soi, le respect des autres. Si je communique ces valeurs-là à mes étudiants, j'espère que oui. Par l'exemple, j'ai l'impression, j'essaie d'être une bonne personne. Je suis sûre que j'ai de la compassion. Et pour être dans une école, on n'a pas le choix d'avoir de la bienveillance, surtout avec un poste comme le mien. Oui. Il faut que j'ai de la bienveillance. Parce qu'évidemment, il y a tout l'aspect professionnel. Je suis là pour m'assurer que les acteurs, les auteurs, enfin tous les gens qui veulent faire des métiers de la scène aient la formation qu'il faut pour être des bons artistes. Mais je souhaite aussi que ce soit des bons humains, des beaux humains. Je tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ces valeurs-là. Ouais. Et je suis entourée de collègues qui y croient aussi. Alors, c'est sûr que, et je me rends compte que ces qualités-là, c'est donnant-donnant. Hein. J'ai de la bienveillance avec eux, ils ont de la bienveillance avec moi. Quand j'ai perdu mon père, je ne peux pas te dire le nombre de signes de bienveillance que j'ai eu de la part de mes étudiants. Des fleurs, des mots, un café, une main dans le dos. Et je me dis, c'est donnant-donnant. Ils savent que s'ils ont des problèmes, je vais les entendre. Tout à fait. Ouais, je trouve ça important. La vie est assez dure comme ça. Ouais. Il faut qu'on soit des alliés entre nous. Et puis, est-ce que les enfants prennent une place dans ta vie? Est-ce que tu en côtoies beaucoup, peut-être par ta sœur, par tes proches? Et mes sœurs n'ont pas d'enfants. Tes sœurs n'ont pas d'enfants? Non, ni l'une ni l'autre. Ah non. Elles te diront elles-mêmes pourquoi. Mon frère, par contre, a 3 beaux grands jeunes hommes. Alors, ces enfants-là ont été plus dans ma vie, mais en même temps, pas autant que ça aurait dû, probablement, parce que quand tu as une vie de famille, c'est une cellule en soi. Hein. Ils s'autosuffisent d'une certaine façon. Et là, c'est le baseball, le hockey, les cours de piano, enfin, c'est tout ça. Et puis moi, j'avais ma vie à moi. C'est ça, je suis très occupée. Je vais au théâtre, évidemment. Je fais ce genre de vie-là. Alors, c'est sûr que ils n'ont pas été dans ma vie autant, mais j'ai toujours une relation avec eux très particulière. Étant donné que je n'avais pas d'enfants, quand on se voyait, moi, les 2 parents m'intéressaient beaucoup moins. Moi, je jouais avec les enfants, je mangeais avec les enfants. Oui. Parce que, comme j'en avais pas, j'en profitais beaucoup et j'adorais jouer avec eux. Et on avait des jeux un peu étonnants, peut-être pour le commun des mortels, mais moi, j'avais une voiture et dont le siège arrière se rabattait et qui donnait accès directement au coffre arrière. Et je les mettais dans le coffre arrière, et comme mes parents avaient une maison avec un immense terrain, je les promenais dans le coffre arrière et je freinais sec. Et je partais rapidement, puis je disais, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma valise qui fait tant de bruit? Et là, les garçons riaient, puis encore. Ils ont 27 ans, puis ils disent, ah, Denise, quand tu me promenais dans ton coffre arrière, évidemment, pour la DPJ, ça peut sembler douteux, il n'y avait aucun danger, plaisir fou. Mais je m'occupais d'eux. Et les enfants m'aiment, mais je les aime. Mais j'en ai pas beaucoup autour de moi, c'est un fait. Ouais, c'est comme ça. Donc, est-ce que ta famille a occupé beaucoup de place dans ta vie ou c'est plus tes amis qui ont pris toute la place? Toute la place? La famille a pris toute... Oui. Ah oui, la famille? Ah mon Dieu, oui. On est tissés très, très, très serrés. Oui. J'ai une sœur qui habite en Californie, qui est professeure à l'université de Berkeley depuis plusieurs années. On se voit moins, mais on se téléphone quelques fois par semaine. Alors, on est très, très en lien. Avec mon frère, on se parle régulièrement, évidemment. Ma sœur habite au-dessus de chez nous. On a toujours habité comme ça, Élise et moi. On a toujours été une à côté de l'autre. Avec mes parents, ça a été la même chose.
Oui, nous, on ne peut pas dire qu'on se voit qu'au jour de l'an. Là. On est très au courant. Et quand un file pas, on dit ah, tu sais que Jocelyne a l'air un peu soucieuse. Alors là, tout le monde se met à téléphoner. Attention, attention, feu jaune, il faut s'occuper de tel ou de tel autre. Oui, on est très, très, très liés par le cœur, pas par les obligations, vraiment par le cœur. Les amis, j'en ai peu. Mais je suis une assez mauvaise amie. Alors, ceux qui sont restés, c'est des gens qui ont accepté que je ne les rappelle pas toujours, que je ne les vois pas souvent. Ouais, ça, je ne suis pas une amie recommandable, je trouve. Moi je ne m'aimerais pas comme amie. Je ne suis pas assez stable. Parce que j'ai besoin, moi, de solitude. Quand je ne travaille pas, que je ne suis pas avec mon amoureux, quand ma famille prenait tout le temps, évidemment, mon amoureux en prend énormément, bien entendu. Mais puisqu'on parlait d'enfants et de famille, j'ai pas parlé de mon amoureux, mais c'est sûr que ça, c'est une partie bien importante de ma vie, c'est certain. Ouais. Et les amis, c'est vrai que je les néglige un peu. Ouais. C'est comme ça. Et puis, selon toi, la place ou le rôle d'une femme sans enfant dans la société, ce serait quoi? Honnêtement, je voudrais te donner une réponse brillante et tout ça, mais très franchement, là, je te dirais le même rôle que n'importe quel humain. Une femme avec enfant, qu'un homme avec ou sans enfant. Moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup de... Je sais pas, c'est peut-être parce que chez nous, on a été élevés, tu sais, dans la pré-entrevue, je te disais, mon père, là, aussitôt qu'on était en âge d'avoir un volant, il nous assoyait sur le tracteur ou il nous faisait conduire parce qu'il trouvait que c'était bien. Puis pour les filles, c'était la même chose. Moi, j'ai été, dans mon enfance, beaucoup plus avec mon père qu'avec ma mère. Pas parce qu'ils étaient séparés, parce que moi, j'aimais l'énergie de mon père et j'aimais être dans un milieu d'hommes. Ça, j'aimais leur conversation. Mon père était marchand de bois et j'aimais aller en forêt avec mon père. J'aimais quand on transportait du bois, qu'on allait le livrer à Montréal. J'aimais ça. Fait que, tu sais, on conduisait des tracteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. La seule chose qui faisait une différence, c'est quand est-ce qu'on rentrait le soir. Ça, mes parents étaient plus inquiets parce qu'on était des filles. Mon frère a eu plus de liberté. C'était parce qu'on était plus en danger. Maintenant, je comprends très bien pourquoi il faisait ça, puis avec raison. Mais honnêtement, chez nous, il n'y avait pas de parce que tu es une fille, tu vas faire ça. Nous, on exprimait un goût pour quelque chose, puis dire ah, si tu penses que c'est ce qui va te rendre heureuse, vas-y. Alors, donc, avoir des enfants ou pas d'enfants, pour toi, ça influence pas le rôle de la femme nécessairement? Non, non. Évidemment que je pense qu'une femme qui a des enfants doit aménager un horaire pour que les enfants soient pas seulement un autre plan de carrière. C'est sûr que quand j'observe ça, puis j'insiste sur le mot observer, parce que je serais extrêmement mal placée pour juger, mais quand j'observe ça, c'est sûr que des fois, j'ai l'impression que les enfants font partie d'un plan de carrière, qu'une femme là, est sûre qu'elle a tout fait dans une vie. J'entendais par hasard des femmes parler de ça, la superwoman et bon, tout ça. Ça, c'est sûr que je me dis, les enfants ont besoin d'une présence, hein, puis d'une qualité de présence, et de la mère et du père, soit dit en passant. Tout à fait. Oui. Alors, honnêtement, une femme qui a des enfants, je pense que si elle aménage ça de façon à ce que les enfants... parce que je pense que ça a existé des femmes qui sont restées à la maison et qui étaient malsaines parce qu'elles ne s'épanouissaient pas comme femmes, qui devenaient frustrées, donc une mauvaise mère. Tout à fait. Oui. Alors, c'est pour ça que moi, je suis bien frileuse à dire, voici un modèle, voici... Non, on peut s'épanouir, ça dépend vraiment. Moi, j'ai eu l'impression que c'était mieux que j'ai pas d'enfants pour les enfants. Je me suis reprise ailleurs.
même si je sais que j'ai été jugée pendant un certain temps, honnêtement, j'étais au clair avec ma conscience, moi, très, très au clair. Et Jugé pas par la famille, mais par autrui, par les c'était amis. des enfants qui trouvaient ça un peu égoïste que Ah, j'ai pas d'enfants. Mais je sais que j'ai été utile certains enfants qui sont passés dans ma vie, hmm. même s'ils avaient 20 ans, qui étaient par exemple victimes de violences familiales, ben, je pouvais intervenir, oui, je pouvais être là pour eux. Et j'étais une autre figure d'autorité, mais une figure des fois moins menaçante, où il y avait plus un espace de liberté. Puis aussi, Détaché de la oui, situation. exactement. Ouais. Oui, et je te remercie de m'amener à dire que je reconnais absolument que j'avais une position extrêmement privilégiée. Oui. Parce que je pouvais y aller de mes grands conseils, d'une grande sagesse, parce que je n'étais pas dans la situation et je savais que après notre rendez-vous, eux s'en allaient à la maison et moi, je rentrais chez moi. Alors, je savais absolument que j'avais une position très, très privilégiée. Et c'est sûr que moi, probablement, je répétais la même chose que les parents, mais ça venait d'une autre personne. Tout à fait. Alors, ça a été très, très différent. Alors, pour revenir à ta question, le rôle d'une femme sans enfant, euh, ben, je ne vois pas vraiment ce qu'elle a de si différent. Je pense Ah, pas. c'est intéressant. Honnêtement, non, parce que moi, je suis extrêmement maternelle. Euh, Hmm. c'est juste que je ne me suis pas reproduite. C'est un peu carré, là, comme je le dis, mais c'est juste que je me suis. Mais honnêtement, je pense que je me serais reproduite d'une façon homéopathique chez plusieurs jeunes. Ah, ah, c'est bien. Oui, C'est bien oui, dit. je pense que oui, oui, je laisse un petit héritage. Hmm. Oui. Enfin, ben, bref, pour une dernière question. Euh, Quelle femme t'inspire le plus ou a été un modèle ou est un modèle actuellement ou a été un modèle dans le passé? Est-ce qu'il y a une femme qui te vient en tête ou un type de femme? Ben, en fait, je vais même te donner, oui, il y a un type de femme, mais je vais même te nommer trois femmes. Hmm. D'abord ma mère, pour son courage, parce que c'est une femme qui a du cœur au ventre et qui se serait certainement enlevé le pain de la bouche si ça avait été nécessaire, se serait jetée devant un autobus pour nous protéger. Ça, c'est inconditionnel chez ma mère. Alors ça, moi, euh, j'admire énormément ces gens-là qui sont euh, inconditionnels vis-à-vis de certaines questions. Les gens ouais, qui ont ce genre de valeurs-là, ça, j'admire ça énormément. Parce que ça prend du courage et de l'altruisme aussi. J'admire beaucoup Louise Arbour, qui a été haut-commissaire des droits de l'homme. C'est une force tranquille, cette femme-là, qui n'a pas l'air agitée. Enfin, c'est le contraire de moi. C'est ce que j'admire tant chez elle. Quelque chose de très posé, mais qui a même pu dire à la France qu'elle traînait des pieds parce qu'elle ne prenait pas position en Serbie ou je ne sais plus où, et qui pouvait tenir tête devant des pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme. Et ça, j'admire. Ce genre de femmes-là qui se tiennent droites devant des hommes, Hmm. devant des hommes de pouvoir et devant des hommes qui abusent de leur pouvoir, mais avec cette force tranquille-là. Ça, j'admire ça beaucoup. Et j'admire aussi des femmes comme Dominique Michel. Hmm. Et je vais te dire pourquoi. Parce que quand je me suis mise à avoir peur du vieillissement, je voyais parfois Dominique Michel, je me disais, ah, ok, vieillir comme ça, c'est pas grave. Parce qu'elle avait une telle vitalité, elle l'a toujours, une telle vitalité, tellement belle, tellement coquine, avec tellement d'humour sur elle-même et sur le monde, que je me disais, vieillir comme ça, c'est pas de valeur. Hmm. C'est pas grave. Alors ces femmes-là, d'abord ces trois types de femmes très courageuses, qui se sont beaucoup accomplies dans ce qu'elles ont fait. Ma mère pour la maternité, cette autre femme dans un emploi qui est un emploi extrêmement difficile, j'imagine, et qui demande beaucoup de force de caractère. Et puis cette autre femme qui prouve que
Une femme peut être belle, vive jusqu'à la fin de ses jours. Moi, ça me donne du courage dans la vie, en fait. Ah, merci Denise. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci pour ta générosité. Puis Merci. j'espère qu'on va avoir la chance de se recroiser. Absolument, il en tient qu'à nous. À bientôt. À bientôt.